Et c'est l'une de nos meilleures intervenantes maintenant qui nous rejoint. Je vous en dis pas plus non plus. Il suffit de regarder la télévision qui est en train d'apparaître et ceux qui nous suivent à la radio ont déjà la réponse parce qu'elle est évidente cette réponse. Léa Dunan-Châtelet nous rejoint. Bonjour Léa. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Quelle entrée. Vous êtes Merci. Directrice des investissements responsables pour DNCA. On est ravis de vous retrouver. On est en plein salon du Bourget et l'espace, le spatial attire les investissements. Il reste un potentiel énorme sur l'espace. Il reste beaucoup de place à prendre. En tout cas, certains pensent qu'il y reste beaucoup de place à prendre, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez. La prochaine fois, à chaque fois. Vous foudroyez. Cette idée consiste à penser qu'il y a beaucoup de place dans l'espace, quoi. Beaucoup de place à prendre encore dans l'espace pour les investissements aussi. Il n'y en a pas tant que ça à prendre. Il va falloir expliquer parce que, à nos yeux, comme ça, vu d'en bas, l'espace et le potentiel sont illimités. Ah oui, effectivement, il n'y a pas de place dans l'espace. En tout cas, il n'y a plus de place. La conquête spatiale a commencé il y a déjà bien longtemps. En fait, il y a beaucoup de déchets dans l'espace qui remettent en question justement la capacité à lancer des missions ou des projets sans danger. Pour avoir quelques chiffres en tête, plus de 100 millions de déchets qui se baladent en fait en orbite autour de la Terre à 35 000 km/h. Donc en fait, les collisions sont réellement dangereuses et peuvent amener des perturbations énormes sur la vie quotidienne. Le GPS, les prévisions qui sont faites pour la météo, les télécommunications, les transactions bancaires. C'est un peu comme les films de science-fiction en fait. Des déchets qui filent à quelle vitesse dans l'espace ? 35 000 km/h. Et il y en a combien ? Et il y en a plus de 100 millions. Et il faut voir surtout qu'en fait, on a un peu plus de 10 000 satellites en orbite en 2024 et on va multiplier ce chiffre par 10 en 2030. Donc plus de 100 000 satellites. Donc il faut bien imaginer que si on ne gère pas ces déchets, ça risque de devenir très vite problématique. D'ailleurs, 35 000 km/h, c'est la vitesse de rotation de la Terre, Guillaume. Ah oui, c'est logique. Oui. Ah oui, d'où le truc. Ah, effectivement. Merci pour cette précision. Voilà, Léa, j'avais une question. Bon, il y a les collisions en haut, au-dessus de notre tête, mais aussi il y a la collision avec une lutte pour cette conquête à l'espace qui est de plus en plus acharnée. Alors, il y a des codes pour réguler tout ça. Comment ça se passe ? Oui, alors l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a effectivement fait des propositions. C'était au Bourget justement il y a 2 ans maintenant pour avoir déjà un code de conduite. Il faut faire revenir ces satellites après leur retraite, 5 ans après leur retraite. Il faut également les vider, leurs réservoirs, parce que sinon la collision est encore pire, ça crée des explosions. Il y a également un engagement de neutralité sur les débris. C'est le Zero Debris Community qui a été mis en place, signé par une 40aine d'acteurs, pour qu'il n'y ait plus de déchets d'ici 2030. Et puis il y a également l'idée de mettre en place une sorte de parking cosmique en fait, dans l'orbite autour de la Terre, pour créer justement des espaces bien précis. C'est fascinant. Bon. J'ai l'impression que vous parlez des entrées de ville, là, enfin, les parkings cosmiques, des zones ça. d'émission. Mais la déchetterie dans un coin. Ouais. C'est vrai qu'Elon Musk, il a eu le mérite quand même de plancher sur un système qui évite qu'il y ait trop de déchets, vu qu'il récupère tous les éléments des fusées. Mais on voit que si on veut réduire la quantité de déchets autour de la Terre, il y a des histoires de harpons, on va aller... Aspirateurs aussi, on en a vu des startups. Mais bon, les autres pays, à part le système d'Elon Musk, à chaque fois qu'on envoie une fusée, on complique le problème finalement. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui. Et c'est alors là où l'agence européenne est vraiment alarmiste, c'est l'horizon de temps, moi, qui déjà m'intéresse. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec les enjeux transition climatique qui ont été signés en 2015, on parlait de 2050. Là, c'est vraiment 2030 qui est vraiment visé, donc ça va très très vite. Avec effectivement la France qui a été pionnière. Il y a eu des lois dès 2008, donc pour une fois, on peut faire un peu cocorico, à la fois pour cette prise de conscience des déchets, mais également pour la prise de conscience de l'organisation qu'il fallait mettre en œuvre autour de la planète pour que tout fonctionne bien. Et puis des startups aussi qui fonctionnent très bien. Alors il y en a une justement qui vient de lever à l'occasion du salon Vivatech 50 millions d'euros. Ça s'appelle Lookup Space. C'est 2 Français qui en 2022 ont lancé cette startup à Toulouse. Donc un ancien commandant des commandements de l'espace, donc commandant de l'armée de l'air, et puis un ancien du CNES, responsable des services de l'espace. Alors eux, leur objectif, c'est de faire une cartographie. Et si on regarde justement l'emprise des États-Unis, c'est ce que vous disiez, elle est énorme puisque la cartographie aujourd'hui de l'orbite, on va dire basse au niveau de la Terre, là où il y a 90% du trafic, c'est les États-Unis aujourd'hui qui l'a fait. Et donc là, l'enjeu est véritablement de pouvoir anticiper les collisions et puis effectivement proposer des solutions qui font que toute navigation à l'avenir dans l'espace se fera dans des bonnes conditions.
C'est une start-up française, Lookup Française, Face, oui, voilà. une cinquantaine de salariés, une centaine Oui. d'ici la fin de l'année, a Voilà. priori. Des règles aussi, l'Europe est en pointe aussi sur la réglementation de l'espace. Bien sûr, on pouvait faire confiance à l'Europe là-dessus, on lui fait confiance et ça a l'air de ne pas porter ses fruits puisque l'espace semble au contraire de moins en moins réglementé. On sent que les prochaines batailles militaires se feront aussi dans l'espace. On entend même parler du nucléaire spatial. Oui, absolument. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle un peu quand même avec notre actualité boursière du début d'année, on voit les deux acteurs européens des satellites, SES et Eutelsat, qui ont effectivement fait des performances exceptionnelles parce que ces deux acteurs poussés par les thématiques de la défense et de la sécurité. Qui fait son retour dans l'espace en 20. Absolument. Ouais, vous n'avez pas osé la faire, des performances stratosphériques. On peut le dire, Tout à fait, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que l'espace a encore du coup une place, enfin oui, on le voit dans le business bien sûr, mais dans un portefeuille ESG. Est-ce qu'on peut faire de l'ESG et de la performance financière dans un portefeuille, quand on est investisseur particulier? Alors l'espace, c'est très clairement une zone de conquête. C'est le dernier Far West. C'est un endroit où effectivement beaucoup d'éléments technologiques vont se concentrer. Et comme je le disais, ça régit absolument tout. Alors c'était beaucoup autour des télécommunications jusqu'à présent. Et puis ça s'est, jusque dans les années 2020, 2015-2020. Et aujourd'hui, ça s'étend effectivement à bien d'autres aspects. Notamment, je parlais des GPS, mais en fait tout passe par l'espace. Je pense que à la fois les lanceurs vont être intéressants, mais également les technologies qu'on va y mettre. Et puis demain, on parlait de ces déchets. On voit déjà des projections vers des centres en orbite qui seraient des centres de retraitement de déchets, comme on pourrait les trouver sur Terre. L'un des enjeux, c'est de respecter l'orbite cimetière, ça s'appelle comme ça. C'est quoi l'orbite cimetière pour les satellites? C'est justement l'endroit où on fait revenir les satellites quand ils ne sont plus en activité, avec justement cette règle de l'ESA qui est de les faire redescendre maximum 25 ans après leur retraite. Ça, effectivement, on voit qu'on est au tout début de cette idée, puisque c'est quand même assez récent, tous ces satellites, mais que l'anticipation a été bien faite par les grandes agences. Oui, c'est une forme de bande d'arrêt d'urgence spatiale, quoi. Ah oui. On essaie bon, voilà. Et puis, halte aux entrées de villes moches, quoi. Il y a ça aussi. Il ne faudrait pas que l'espace devienne moche. Bien sûr. Bon. La pollution lumineuse, effectivement, qui a souvent été pointée du doigt. Maintenant, les enfants pensent voir des étoiles qui se déplacent. Pour certaines, pas, quand elles sont en orbite géostationnaire. Mais effectivement, ça joue aussi. Voilà. Et quand un enfant pleure, n'oubliez pas de lui dire « sèche tes larmes, elles t'empêchent de voir les étoiles ». Très important. Léa, donc l'investissement dans l'espace peut-il être ESG? Oui, de nouvelles solutions sont en train d'émerger, de nouveaux enjeux aussi sur lesquels l'Europe tente d'être en pointe, mais évidemment compliqué dans un contexte militaro-industriel extrêmement offensif, compliqué de se faire entendre en ce moment. Merci Léa de nous avoir accompagnés. Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable pour DNCA.